Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, après le Myanmar, le voyage apostolique du pape François se poursuit au Bangladesh avec au cœur des premières paroles du Saint-Père, la condition des Rohingyas. Un reportage dans un relais solidaire après la collecte nationale de la Banque alimentaire du week-end dernier. Et puis retour sur l'événement fraternel dans la ville, des franciscains se sont rendus à la rencontre des habitants de Lyon la semaine dernière. Le président Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les violences sexistes l'une des priorités de son quinquennat. Samedi, il a annoncé plusieurs mesures concernant notamment l'éducation ou encore la pornographie. On en parle avec Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et avec Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et on débute avec le pape François. Il est donc arrivé au Bangladesh aujourd'hui dans la capitale Dhaka. Il a été accueilli par le président du pays, Abdul Hamid. Les deux hommes se sont retrouvés en fin d'après-midi, heure locale, pour la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le pape a appuyé sur la condition de la communauté des Rohingyas lors de son discours. Persécuté en Birmanie, le Saint-Père a salué les efforts fournis par le Bangladesh pour procurer les premiers vivres à ses réfugiés. Face à la gravité de la situation, il en a appelé à la communauté internationale. Il est nécessaire que la communauté internationale mette en œuvre des mesures décisives face à cette grave crise, non seulement en travaillant pour résoudre les questions politiques qui ont conduit à ce déplacement massif des personnes, mais aussi en offrant une assistance matérielle immédiate au Bangladesh dans son effort pour répondre efficacement aux besoins humains urgents. Plus tôt dans l'après-midi, le Saint-Père s'est rendu devant la maison du père fondateur du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, assassiné avec toute sa famille en 1975 par des militaires. Juste avant, il s'est recueilli au mémorial des martyrs de l'indépendance. Un début de voyage au Bangladesh protocolaire et politique donc. Mais le pape a commencé sa journée dans la prière et dans la joie. Il était encore au Myanmar ce matin pour célébrer la messe avec les jeunes catholiques du pays dans la cathédrale de Rangoon. Comme un père bienveillant et même un grand-père, a-t-il dit, il leur a lancé 3 défis. Entendre la voix de Dieu dans le bruit quotidien, mettre la pagaille en posant des questions qui fassent réfléchir et enfin discerner sa vocation. Le voyage du pape se poursuit sur KTO. Prochain rendez-vous demain matin à 5h pour les plus courageux avec la messe depuis Dhaka en direct et à midi la rencontre interreligieuse et œcuménique pour la paix, toujours depuis Dhaka. Le Conseil des évêques orthodoxes russes s'est ouvert hier à Moscou, un événement majeur qui a lieu tous les 2 ans. 400 évêques orthodoxes russes sont réunis jusqu'au 4 décembre. Présidé par le patriarche Kirill, ce conseil est marqué par 2 anniversaires, le centenaire de la Révolution russe et celui de la restauration du patriarcat de Moscou en 1917. Plusieurs sujets vont être abordés au cours du conseil, des questions relatives à l'histoire du pays, mais aussi à l'aide de l'Église russe pour les chrétiens de Syrie. Peut-être avez-vous donné un sac de riz, des pâtes ou du café le week-end dernier pour la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire. Déjà, tous ces dons ont pu aider des personnes dans le besoin. Dès dimanche soir, le fruit de la collecte a été envoyé dans des points de distribution, comme au relais Frémicourt, une association soutenue par la Société Saint-Vincent-de-Paul et les Petits Frères des Pauvres. Il est 14h. Le relais Frémicourt dans le 15e arrondissement de Paris vient d'ouvrir ses portes. Servez-vous sur le pain si vous voulez. Chaque jour du lundi au vendredi, une quarantaine de familles bénéficient d'une distribution de nourriture gratuite. De l'huile, des pâtes, du riz, des conserves, mais aussi des produits frais et des fruits et légumes. Donc j'ai mis du fromage, du chocolat, des pâtes ou du riz. Du riz. Une aide précieuse pour Pierre, père de 2 enfants. Ça ne peut pas suffire pour la famille, ça complète. Et puisque j'ai le temps aussi de venir le chercher comme je travaille la nuit, donc je viens, ça complète beaucoup, ça aide vraiment la famille. Cécile vient ici depuis 2016. Elle s'est retrouvée dans le besoin après avoir perdu son emploi. Pour elle, cette distribution hebdomadaire lui apporte plus que de la nourriture. Une forme de tranquillité d'esprit. Je sais que d'une façon ou d'une autre, j'ai pas d'argent, mais je pourrais avoir à manger. Je veux voir le relais comme un moyen transitoire
de ne pas trop penser à manger, à boire, et puis et avoir l'esprit libre pour chercher du travail toujours et être un peu plus positive. Comme Cécile ou Pierre, ce sont près de 860 personnes qui sont accueillies chaque année au Relais. Créée en 1985, cette association, soutenue par la Société Saint-Vincent de Paul et les Petits Frères des Pauvres, vit exclusivement de dons et de collectes. C'est pas seulement de la solidarité citoyenne, c'est aussi de la charité chrétienne, au sens où nous voyons ça comme, même si nous sommes laïcs, comme donné au nom de Dieu. Chaque année, ce sont plus de 100 tonnes de nourriture qui sont distribuées au Relais Frémicourt. Une idée pour aider les plus démunis rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux, celle du calendrier de l'Avent inversé. Le principe, le premier jour de l'Avent, on prend une boîte dans laquelle on ajoute chaque jour un objet, des produits de première nécessité, de la nourriture ou encore des jouets, qu'on offrira fin décembre à une personne démunie. Une très bonne intention, soulignent les responsables d'associations caritatives, avec cependant une limite, que les objets donnés ne répondent pas forcément aux besoins immédiats des personnes aidées. Ne pas hésiter donc à se rapprocher des associations caritatives pour bénéficier de conseils. Les juristes pour l'enfance alertent sur une proposition de loi à propos de la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents. Elle a été étudiée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Son ambition, prononcer de manière systématique la résidence alternée pour un enfant dont les parents sont divorcés. Une proposition de loi qui veut instaurer l'égalité de traitement entre les parents, sauf que cette mesure d'adulte peut aussi nuire à l'enfant, comme nous l'explique Maître Le Gouvello, avocat spécialisé dans les droits des mineurs et membre de l'Association des juristes pour l'enfance. L'intérêt de l'enfant, c'est certes de garder des liens avec ses deux parents, chacun de ses deux parents, et son père et sa mère, mais dans les conditions qui soient les meilleures pour lui. Et la résidence alternée ne répond pas forcément à ces conditions-là. Donc on ne peut pas l'ériger en un principe absolu. L'enfant n'est pas un bien commun que l'on se sépare comme le reste des meubles par souci d'égalité entre les parents. C'est une personne qui, comme tout être humain, a le droit à un domicile, parce que très peu d'adultes accepteraient de changer de domicile d'une semaine sur l'autre, mais en revanche sont prêts à l'infliger aux enfants. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne systématiquement pas, ça veut dire que c'est au juge de décider au cas par cas. Cela dépend vraiment de chaque enfant, de chaque dossier, et c'est très spécifique. C'est la raison pour laquelle il faut que ce soit laissé à la libre appréciation du juge et non pas que ce soit instauré comme un principe rigide. Demain, vendredi 1er décembre, est marqué par la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, des structures d'église existent pour soutenir et accompagner les personnes atteintes du VIH, comme l'association Tibériade. Elle a été fondée en 1988 par le cardinal Lustiger. Depuis, la médecine a permis aux malades de vivre avec le virus, mais les traitements sont lourds. Il faut être toujours très attentif à ces personnes pour éviter l'exclusion, comme nous l'a confié Patrick Bradbird, diacre responsable de l'association Tibériade. Au début de l'association, il est évident que l'exclusion des personnes atteintes du sida était évidente. De nos jours, elle l'est beaucoup moins. Nous avons réussi à faire changer le regard sur ces personnes. Et aujourd'hui, notre but, c'est de continuer à faire en sorte qu'elles ne soient pas exclues, qu'elles ne s'excluent pas elles-mêmes, en venant dans l'association où elles peuvent rencontrer des personnes différentes d'elles-mêmes et avoir une vie au milieu d'une sorte de panel de la société extérieure, ce qui est très important pour des personnes qui vivent seules, comme la plupart d'entre elles vivent seules, et avec cette maladie chronique qui continue à peser sur leur morale. La semaine dernière, les franciscains sont allés à la rencontre des Lyonnais pour marquer les 800 ans de leur famille. Une douzaine de frères venus de France, de Belgique et d'Italie ont parlé de Jésus avec différentes propositions, comme une grande veillée de témoignages et de prières ou encore une pièce de théâtre sur leur fondateur Saint François, jouée par la jeunesse franciscaine installée à Cholet. Ils ont également annoncé l'évangile dans la rue et prié avec les plus démunis. L'ordre de Saint-François est scindé en plusieurs branches. Chez les hommes, il y a entre autres les franciscains, les capucins et les conventuels. En tous les cas, l'événement lyonnais a été un temps pour vivre l'unité. Et voilà, comme nous nous croisons régulièrement entre frères responsables, on s'est dit comment fêter cet événement. Et bien tout simplement en répondant modestement ensemble à des défis d'aujourd'hui, défis de la rencontre, défis de l'écoute, défis du dialogue, de la rencontre des jeunes, des gens de la rue. Ensemble.
Alors Antoine-Marie Izoard, vous étiez présent, vous, lors de cette semaine. Vous avez animé d'ailleurs des tables rondes. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'ai participé effectivement à une table ronde avec l'imam de Villeurbanne et l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin. Non, c'était touchant de voir les trois ordres, on les a vus, hein, les trois frères, les trois responsables de ces branches franciscaines en France. Et leur témoignage dans la rue était visiblement très fructueux. Alors pour retrouver l'intégralité de l'interview que vous venez d'entendre et revivre la semaine fraternelle dans la ville, ce temps de réunion exceptionnel, rendez-vous demain soir dans l'émission Hors les murs, présentée par Cyril Lepeigneux et diffusée à 20h40. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, le nouveau Notre Père entrera en vigueur. C'est l'objet de la chronique du Père Mathieu Rouget. Vous le savez, le dimanche 3 décembre, premier dimanche de l'Avent, nous réciterons le Notre Père avec une traduction légèrement modifiée. Au lieu de dire « ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons désormais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». De manière inattendue, la transformation de la traduction de Notre Père a suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias, presse écrite, radio, télévision, réseaux sociaux, alors que beaucoup imaginaient qu'elle ne concernait que le cercle le plus étroit des catholiques vraiment pratiquants. C'est que le Notre Père fait partie du patrimoine commun de notre société. Aux yeux de beaucoup de nos contemporains, un chrétien, c'est quelqu'un qui dit le Notre Père. Comme les églises, le Notre Père ne nous appartient pas. Il appartient à la société dans laquelle nous vivons et à laquelle nous sommes envoyés. Et puis, les personnes choqués par la mauvaise interprétation possible de celle qui sera bientôt l'ancienne traduction, étaient plus nombreux qu'on ne le pensait. Comment prier en laissant entendre que Dieu lui-même pourrait nous tenter, nous conduire au mal? Au fond, la question posée par la nouvelle traduction est décisive pour tout homme. Comment unir la liberté de l'homme et le don de Dieu? Comment comprendre la liberté de l'homme et la grâce d'un Dieu bon qui nous pousse toujours vers l'amour? La nouvelle traduction nous aide à comprendre cela. Chacun est libre et responsable, mais Dieu donne à tous la force de marcher vers l'amour. Puisse la récitation du Notre Père à la traduction légèrement modifiée faire de tous les chrétiens toujours davantage des hommes et des femmes de la liberté et de la grâce. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec Pèlerin, qui fait justement sa une sur le Notre Père, qui arrive avec une nouvelle traduction. On vient de l'entendre, Marie-Yvonne. Oui, Olivier, cette nouvelle traduction nous a donné l'occasion de faire une enquête en amont auprès de nos lecteurs, qui ont été très nombreux à nous écrire sur ce que cette prière signifie au quotidien pour eux, la façon dont ils la récitent, parfois avec des adaptations ou dans des contextes spécifiques. Et c'est donc l'objet de notre dossier, avec des très beaux témoignages. Et puis sur notre site aussi, vous retrouverez, on s'est intéressé à ce que ça changeait pour les personnes qui ont besoin de la langue des signes, cette nouvelle traduction. Donc si vous voulez voir le nouveau Notre Père en langue des signes, rendez-vous sur pèlerin.com. Merci Marie-Yvonne Bus. Famille chrétienne s'intéresse à la prière dans la nuit avant de rentrer dans le temps de l'Avent, Antoine-Marie Izoard. Oui, effectivement. Vous savez, moi, il y a une phrase qui me motive, qui me choque chaque année pendant la veillée, la vigile de Noël, c'est cette phrase « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». J'ai l'impression que voilà, j'attends tout l'Avent pour recevoir cette phrase des Écritures. Et donc, on a lancé une série d'Avent sur 4 semaines, que vous voyez là à l'écran, sur la nuit. Et cette nuit, ceux qui prient dans la nuit, les priants de la nuit, qu'ils soient des religieux, qu'ils soient des laïcs, parfois des couples. On aura des témoignages assez étonnants sur ces 4 semaines de l'Avent. Et puis aussi la nuit du doute, ça c'est pour la semaine prochaine, ceux qui... Voilà, on pense à même tous ces grands saints qui ont douté un moment dans leur existence de la foi. Merci Antoine-Marie Izoard. Alors quand les santons sortent des cartons, c'est le signal. En marche vers Noël, l'hebdomadaire La Vie consacre un dossier sur la façon dont nous pouvons nous préparer à cette grande fête, comme être plus attentifs aux autres ou redonner du sens aux choses. France catholique s'intéresse à la confiance accordée par les Français aux associations caritatives, notamment avec le sondage de l'association du don en confiance. On apprend que la jeune génération fait plus confiance aux associations faisant appel aux dons que leurs aînés. Ce sondage montre aussi que la confiance accordée aux partis politiques et aux médias est en nette baisse. L'hebdomadaire Protestant Réforme consacre un dossier au travail détaché.
Objet d'une nouvelle négociation à Bruxelles, il continue de poser des problèmes aux petites entreprises françaises. Plus grave, des agences organisent un véritable marché de la main-d'œuvre illégale. Quel regard théologique porté sur ce phénomène qui gangrène l'Europe? Réponse dans Réforme cette semaine. Et puis on souhaite la bienvenue au nouveau magazine trimestriel Jésus. Des grands noms réunis, des témoignages de fond, des enquêtes spirituelles, un ton décalé pour ce premier numéro. Pascal Obispo parle de Jésus avec l'ex-championne de tennis Marie Pierce, le journaliste Frédéric Lenoir ou encore les prêtres du Padre Blog. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, notre dossier. La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons pas ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Ce sont les mots du président Emmanuel Macron samedi dans son discours contre les violences faites aux femmes. Il a expliqué vouloir lutter contre la pornographie en élargissant les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et en sensibilisant davantage les parents, les enfants et les enseignants. Marie-Yvonne Buch, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience sur les ravages de la pornographie chez les adolescents ? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'un président de la République s'exprime de cette manière-là aura du poids. Il y a longtemps que les associations alertent sur les ravages de la pornographie, que des ministres en ont déjà parlé, encore tout récemment Jacques Toubon, le 20 novembre, le défenseur des droits. Mais là, je pense qu'il y aura peut-être un avant et un après. Un avant et un après, Antoine-Marie Zohar ? Oui, alors évidemment, on sait qu'on est en train de réagir à cette vague d'après l'affaire Weinstein et le fameux hashtag Balance ton porc avec une vraie parole libérée que l'on peut saluer. On peut saluer effectivement les propos d'Emmanuel Macron. C'est très, il y a une vraie volonté d'avancer sur ces questions-là pour lutter contre les violences faites aux femmes. Après, il faut qu'on fasse attention dans l'application. Clairement, sur la pornographie, on le suit, on le suit à 100%, 200%. Il faut cesser, entre autres, l'accès à la pornographie dans les écoles. On le voit, moi je le vois autour de nous. Les enfants ont de plus en plus tôt accès à la pornographie dans les écoles, à la maison parce qu'on a la tablette, le smartphone, machin, et que c'est du gratuit, donc c'est quasiment incontrôlable. Donc il faut que l'État aide aussi les familles, que les institutions aident les parents à juguler ce fléau parce que c'est toute la sexualité qui en vient totalement perturbée. Alors vous parlez des familles, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Toubon, justement, a rappelé qu'il faudrait obligatoirement associer les parents. On sait que c'est un point qui compte notamment pour pas mal d'associations, que les parents ne soient pas simplement informés que des séances auront lieu. Et là aussi, peut-être que ça contribuera à faire bouger les choses. La place des parents, comment est-ce qu'elle peut être... La place des parents, la place de l'éducation. Moi, ce qui a été très intéressant d'entendre, entre autres dans le discours d'Emmanuel Macron, la question de l'éducation, avec la seule limite que je poserais, qui est de parler d'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que c'est vraiment éduquer à la sexualité ou éduquer au respect ? Parce que la question, c'est la question du respect de la femme, le respect de l'homme aussi, de fait, enfin le respect de l'autre, de l'altérité, avec la crainte que les féministes ne s'inquiètent pas quand il y a une affiche d'un groupe de rock, pour le citer Chaka Pong dans les métros parisiens, avec des images d'une violence sexuelle incroyable. On a entendu ces histoires de sugar baby avec la prostitution estudiantine. Il a fallu un petit moment et une vague de colère pour que ça s'arrête. Il faut une véritable lutte contre ces agressions à l'image de la femme et que l'on donne aux enfants et que l'on donne aux parents les moyens d'éduquer au respect. Parce que c'est très bien d'éduquer à la sexualité. La question, ce n'est pas d'éduquer à la sexualité, c'est d'éduquer à une sexualité respectueuse. Le respect, c'est l'éducation au respect qui doit primer plus que l'éducation sexuelle, Marie-Yvonne Buch ? Pour moi, il faut les deux. Il y a d'abord une information sexuelle qui est à faire. On sait quand même que les générations précédentes ont suffisamment souffert de l'ignorance en la matière et que par ailleurs, les sites pornographiques, eux, font de la désinformation. C'est-à-dire qu'ils délivrent une forme d'information tronquée avec des comportements stéréotypés qui mettent en général la femme en position de soumission. Donc, contre cette désinformation qui est active, on peut estimer qu'il est nécessaire d'avoir une information différente qui peut être véhiculée par l'école. Après, le respect, ça s'apprend aussi en famille. Il est évident que dans la façon dont, dans la famille, les parents vont se comporter entre eux, vont faire en sorte que frères et sœurs aussi se respectent, il y aura là une forme d'éducation qui compte, et pas seulement les affiches dans la rue, c'est ça. Alors comment on peut aider justement ces parents à éduquer leurs enfants au respect, Antoine-Marie ? Écoutez, c'est l'affaire de tous. J'ai pas de solution miracle, c'est une évidence. Non, je repense à la question que vous avez évoquée tout au début, d'une société un peu schizophrène qui, en fin de compte, consomme de la pornographie et ne réfléchit pas
aux effets pervers de cette consommation. Des chiffres parfois assez surprenants. On va jusqu'à dire que chez les ados, c'est au moins la moitié des ados qui ont vu un film pornographique. Ça ne veut rien dire c'est pas c'est des films pornographiques, une véritable addiction qui se crée. Parlons même pas des adultes. Le problème chez les ados en particulier, c'est que ça déconstruit toute la sexualité. Donc effectivement, il y a un véritable problème à ce moment-là. Et puis chez les adultes, on n'en parle même plus. Demandez à un prêtre qui confesse aujourd'hui, il vous dit que la plupart des confessions avec les hommes, c'est des questions de pornographie. En fait, le système, le sexe étant perçu comme un produit de consommation, le système est fait pour créer une dépendance. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut jouer, c'est-à-dire, c'est une des suggestions, par exemple, du professeur Israël Nizan, qui est gynécologue, c'est-à-dire de frapper au porte-monnaie et de faire en sorte qu'on ne puisse plus se connecter gratuitement à des images pornographiques. Et donc, lui, il préconise que le premier clic soit payant avec une carte bleue, donc ce qui éliminerait quand même une bonne partie des visionnages de mineurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des jeunes, les premiers visionnages d'images pornographiques sont involontaires. C'est-à-dire qu'ils font des recherches sur d'autres sujets et ils tombent sur des contenus gratuits qui sont ensuite conçus pour les amener à en revoir. Et puis aujourd'hui, dans les films, on ne va plus pouvoir boire d'alcool ni fumer de cigarettes. Très bien, ok. Mais on peut aller sur Internet regarder la pornographie gratuitement. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention aux messages qu'on envoie aux jeunes et aux moins jeunes. Donc il faut aller plus loin que les propositions du président Emmanuel Macron qui suggéraient un contrôle davantage. Volonté, c'est positif. Il ne faut vraiment pas foncer sur ce qui a été fait. Il y a des propositions. Les propositions de répression sont un peu étonnantes, soyons francs. Il n'y aura pas un agent derrière chaque femme, il n'y aura pas des caméras partout. Alors on a une société avec des caméras partout, à part à la télé, à KTO ici, mais on a des caméras dans les rues pour surveiller qu'il n'y ait pas des agressions. Il faut éduquer, il faut alerter quand il y a des agressions, c'est une évidence, mais pas quand il y a un « salut ma belle, tu me passes ton 06 ». Il faut quand même, je veux dire, savoir... Il faut faire la part des choses, Marie-Vonne Buss, dans cette affaire. Que le CSA, par exemple, puisse désormais intervenir sur des contenus numériques, c'est une excellente chose. Mais je crois quand même que le nerf de la guerre reste financier et qu'effectivement, la connexion gratuite ne devrait plus être possible pour des mineurs. Cela fait longtemps que les associations catholiques, je pense notamment aux AFC, dénoncent la pornographie comme étant la cause du harcèlement. Est-ce que le président Emmanuel Macron, il les a entendus ? Il faudrait qu'on aille plus loin, surtout. Il faudrait qu'on se pose la question, une fois de plus, de savoir ce que la pornographie transforme totalement notre rapport à l'autre. La pornographie enferme. La pornographie, c'est une relation sexuelle, seule. Et ce n'est pas une relation sexuelle, mais enfin, c'est une relation virtuelle seule. C'est le désert. Donc, il faut aller bien au-delà de la question des agressions sexuelles, qui évidemment est importante. Il y a des crimes, il y a des enjeux qui sont essentiels. Mais il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'il n'y a aucune étude ou très peu d'études qui se penchent là-dessus. On a très peur de ça. Parce qu'on est c'est la liberté, allons-y gaiement. Il faut qu'on soit très attentif parce qu'on est en train de construire une société ou de déconstruire une société. Et qu'effectivement, les violences sexuelles, c'est une des façons de faire sortir le problème. Quand on interroge les jeunes, il y a une étude IFOP, donc au printemps, 60% des filles et presque 50% des garçons disent qu'ils ont été exposés trop tôt à la pornographie. Donc ils ont conscience qu'ils ont subi cette violence. Involontairement, peut-être parfois aussi, vous l'expliquiez tout à l'heure. Voilà, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est intervenu beaucoup trop tôt. Donc là, il y a une forme de protection de l'enfance ou de la jeunesse qui revient sur le devant de la scène et sur laquelle des moyens sont certainement possibles. Pourquoi on a eu peur de s'emparer de cette question avant, Antoine-Marie Zohar, selon vous ? Aucune idée, une forme de tabou. Je vous le dis, quand c'est une consommation qui est quasiment... répandue dans toute la population, en tout cas masculine selon les études, mais enfin, dès qu'on cite des études, on marche quand même sur des œufs, mais j'entendais, on me disait, c'était Prémo du bureau, il y a 95% des hommes qui à un moment ou un autre ont consommé la pornographie, vu un film porno, voire plus, voire beaucoup plus. Bon, évidemment, tout ça, c'est très relatif, c'est une fois dans sa vie, c'est 20 fois, c'est tous les jours, ça devient une drogue pour certains. Il y a des bouquins qui sont sortis, je pense au bouquin du père Jacques Quinet, si je ne me trompe pas, La communauté des Léménel, qui aide à sortir de la pornographie. Donc il y a des moyens, il y a des aides. Mais voilà, peut-être pourquoi c'est un tabou, parce que c'est quelque chose de tellement répandu et d'addictif chez certains qu'on n'en parle pas. Et puis, soyons francs, la question des violences sexuelles est essentielle, pour revenir à l'essentiel de notre propos, mais nos hommes politiques ne sont pas toujours blancs, et voilà, dans ces questions-là, dans ces domaines-là. Donc, un tabou et un marché. Voilà, un tabou et un marché. Un marché qui brasse des milliards.
Merci beaucoup Marie-Yvonne Bus, merci beaucoup Antoine-Marie Isoard d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Excellente soirée sur KTO, à la semaine prochaine.